le programme de la journée, si vous voulez. Alors, bien sûr, pour l'éclairage, donc je répète encore une fois, bon, on donne des notions assez générales, on insiste un peu plus sur les indicateurs où on va avoir des notes sur la notation. Bonjour, sur la notation. Donc, c'est quoi l'éclairage efficace, avantage, évolution? Alors, bien sûr, bon, l'éclairage, ça a beaucoup évolué ces quelques dernières années, et au niveau des normes, au niveau des standards, ça a beaucoup évolué aussi. Donc, ça a été rapide, et on arrive maintenant à avoir vraiment des lampes efficaces, rien que par souci d'économie d'énergie, parce que ça fait des grandes différences entre, par exemple, une lampe à incandescence et une lampe LED. Donc, ça fait des économies d'énergie assez substantielles. Bien. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on en a parlé un petit peu. Donc, l'efficacité énergétique dans le secteur de l'éclairage, bien sûr, donne le niveau d'éclairage requis du système, avec bien sûr moins d'énergie consommée. Alors, l'éclairage, c'est quand même un élément, ou c'est quand même un segment très important de consommation d'énergie dans les bâtiments de manière générale. Alors, au niveau de l'évolution, on arrive maintenant à des lampes vraiment où l'éclairage qui est très efficace. Donc voilà, on met un petit peu l'historique avec les ampoules traditionnelles à incandescence, puis halogènes, puis les lampes fluorescentes, et maintenant on arrive à ce qu'on appelle en fait les LED ou les diodes électroluminescents. Alors, quels sont les avantages d'utiliser un éclairage efficace? Bon, bien sûr, éliminer les ampoules inefficaces. Bon, là, on a une comparaison entre plusieurs types de lampes. Donc là, c'est pas vraiment... Bon, la puissance, donc là, on parle un petit peu caractéristique, si vous voulez. On donne la définition de ce que c'est efficacité lumineuse, par exemple, la densité de puissance et les unités correspondantes. Donc ça, je pense qu'on connaît un petit peu. Et ce sont ces éléments-là qu'on va utiliser, si vous voulez, pour dimensionner, pour calculer l'éclairage d'une manière générale. Bien. Donc, pour pouvoir, par exemple, appliquer un système d'éclairage approprié, on doit appliquer les éléments suivants. Donc, dans les cas de nouveaux bâtiments, pendant la phase de conception, aucune lampe à incandescence, donc ça c'est clair. Installer des lampes à haut rendement en commençant par les LED, en priorité les CFL, bien sûr, si c'est imposé, enfin si on a des contraintes d'utilisation de LED. Dans les cas des bâtiments existants, remplacer les lampes à incandescence par des lampes à haute efficacité lumineuse. Ça veut dire CFL? Comment? CFL. Ce sont les lampes fluorescentes compactes. Compactes fluorescentes là. Bien. Alors, comment se conformer à un Grassmed? Le point de notation pour l'éclairage, donc on est à 15, donc comme on en a parlé hier, je crois, 15 pour les résidentiels et 25 pour tout ce qui est commercial ou tertiaire, parce que l'éclairage dans le tertiaire est estimé plus important, ça a un poids plus important que le résidentiel. Donc, on a parlé de ce fameux puissance donc inférieure ou égale à 2,5 watts par mètre carré pour son luxe. Donc là, on est largement en dessous. Actuellement, on est à 1,5, etc., voire 1. Bien, donc ça, c'est un point peut-être qu'il faudra revoir. Donc,
on a, si vous voulez, on a 5 points et ou 5 indicateurs, avec pour chaque indicateur 3 points, donc qui fait un total de 15 points. Et pour les bâtiments en tertiaire ou bâtiments commerciaux, donc on a les 5 thèmes avec 5 points. Donc ça fait un total de 15 points pour le résidentiel et de 25 points pour le tertiaire ou le commercial. Donc voilà pour l'éclairage efficace. Pour l'éclairage efficace, donc en bref, on dit l'éclairage des parkings doit assurer la sécurité, améliorer la visibilité des conducteurs et des piétons. Bien. Donc pour les spécifications et exigences relatives à l'éclairage des parkings à haute efficacité, alors bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, remplacer les sources d'éclairage traditionnelles par des sources, par des LED ou d'éclairage fluorescent, atteindre la valeur minimale du lux horizontal par rapport à l'aire de stationnement, on va le voir, je vais vous montrer tout de suite après, une valeur de lux verticale minimale par rapport à l'aire de stationnement, teindre les plafonds en blanc, bien sûr, 80% du poids du matériau du luminaire doit être recyclable en fin de vie. Donc ça, ce sont des exigences. Pour le secteur de stationnement couvert, donc on a des exigences concernant le nombre de lumens, si vous voulez, par watt. Donc on a ici 60 lumens par watt pour les stationnements couverts. 80% du poids, comme on a dit, doit être recyclable. Et pour les non couverts, donc comment? 60 lumens par watt, c'est un peu inférieur. Donc il faut avoir oui, mais comme on a dit hier, il y a des LED qui sont efficaces. Le minimum des LED, c'est 80 lumens. Non, mais c'est la remarque qu'on a faite. Oui, c'est la remarque qu'on a faite hier. Bon, que bon, je ne sais pas. Bon, depuis des ans, bon, ça a beaucoup évolué. Bon, c'est sûr que. Mais on l'a dit hier, ça on va revoir, mais justement c'est un peu les remarques qu'on est en train de voir et de récolter pour modifier un petit peu la pondération, changer un peu les chiffres, etc. Bon, bien sûr, maintenant 50 et 60 c'est peu. Bon, c'est peu, il faut aller au-delà, c'est sûr. Bon. Alors ici, pour comment se conformer à Grassmann, donc pour les deux cas, bon, si vous voulez, bon, c'est très flexible. Maintenant, on peut mettre 80, on peut mettre 100 facilement, puis c'est tout. Bon, ça ne va pas changer beaucoup au niveau de l'utilisation, ça reste la même. La structure, elle est exactement la même. On peut changer les valeurs. Le quoi? Oui, tout à fait. Mais je veux dire, pour les points et les notations, la méthodologie, ça ne change pas. Donc, le travail restera le même. Je change uniquement les valeurs. Donc, ça, on peut le faire aussi maintenant, si vous voulez. Enfin, bon. Donc voilà un petit peu les points, donc pour les couverts et les non couverts, donc vous voyez un petit peu supérieur à 60, c'est 2 points, et supérieur à 50 pour le non couvert, donc 2 points, etc. Donc on a un parking qui est divisé couvert et non couvert, donc là c'est pareil. Et on a d'autres points qui concernent donc ici vous avez par exemple le remplacement des lampes, donc on a deux points. Le minimum horizontal value parking, donc ça je vais vous montrer, en fait c'est 20 lumens en fait, c'est 20 lumens. Et pareil pour le niveau vertical aussi c'est 20.
peindre ce qu'on a dit tout à l'heure en blanc, donc le plafond est 80%. Donc on a un total, si vous regardez, de 8 points. Bon, ce sont les points qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour l'éclairage. Alors je peux vous montrer ce qu'on utilise comme... je vais finir d'abord ça. Bien, donc on va voir un petit peu l'efficacité de l'eau. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'eau, on a pris deux thèmes différents. On parle d'efficacité, on parle de conservation. Et pour chaque thème, on a des indicateurs, on a une notation spécifique. Donc, qu'est-ce que l'efficacité? Différence entre efficacité et conservation. Pourquoi l'efficacité? Donc, quelles sont les mesures? Comment calculer et comment se conformer à Grassmann? Bon, bien sûr, efficacité, c'est la pratique consistant à réduire la consommation d'eau pour un usage particulier. Bon, efficacité de l'eau. Bon, je ne sais pas si vous pouvez distinguer entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre les deux? En exemple, par exemple. C'est un peu... Bon, l'efficacité de l'eau est quand même différente de la conservation, en fait, de l'eau. L'efficacité se concerne plus, par exemple, les techniques. Par exemple, utiliser un robinet économe en eau ou une pompe de douche, par exemple, qui consomme moins d'eau. Ça, ici, on parle d'efficacité. Mais, par exemple, réduire les pertes, éliminer les fuites, recycler, réutiliser l'eau, là, on parle de conservation. Donc, ce sont deux thèmes différents, mais pour les deux thèmes, on parle quand même de réduction de consommation d'eau. En fait, c'est réduire la consommation et faire des économies d'économie d'eau. Voilà un peu la différence entre les deux. Bien. Donc ce sont des choses, la conservation et l'effort visant à réduire la consommation directe d'eau. Donc, je ne sais pas, réparer une fuite, couper par exemple, arrêter un robinet, on n'a pas besoin, par exemple, une douche, on ne va pas le laisser couler tout le temps, je coupe le robinet, c'est de la conservation. Mais la technologie de la pompe à douche ou des robinets qui consomment moins d'eau pour le même objectif, ça c'est de l'efficacité. Réutiliser l'eau, par exemple, recycler, réutiliser l'eau, ça c'est de la conservation. Voilà un peu la différence entre les deux. D'accord ? Alors pourquoi l'efficacité de l'eau? Bon, bien sûr, l'eau devient quand même un thème très important et dans beaucoup de cas, ça devient plus important que l'énergie parce que en stress hydraulique, on est vraiment dans des situations très critiques. Bon, ici, on en parle de plus en plus, même dans les pays où on avait une pluviométrie quand même assez intéressante. On parle aussi de manque d'eau et de stress d'eau. Donc, l'histoire d'efficacité de conservation de l'eau, ce sont des thèmes vraiment très, très importants. Bien. Donc ça, bon, comment la conservation de l'efficacité de l'eau peut-elle être intégrée? Quelles mesures peuvent améliorer l'efficacité de l'eau? Donc, installer par exemple des appareils à faible débit, on l'a dit tout à l'heure, donc les robinets qui peuvent économiser de l'eau. Bon, ici on donne un petit exemple. Les pompes de douche aussi modernes consomment beaucoup moins d'eau que les anciennes en fait, et on réalise beaucoup d'économies. Donc,
En termes d'efficacité, on peut installer des appareils à faible débit, envisager des toilettes à faible chasse ou à double chasse. Alors, bon, là, on prend... Pardon, il y a juste des techniques qui sont simples, qui ne demandent pas d'argent, comme faire des mousseurs au niveau de n'importe quel robinet. Oui. Et ça peut diminuer le débit jusqu'à 50%. Et ça donne l'impression que c'est la même quantité. Tout à fait, mais c'est ça. En fait, là, on parle technique. Et ça, c'est l'efficacité. Là, c'est l'efficacité. Efficacité. Mais je pense, si on dit aux gens qu'il ne suffit qu'un petit appareil à intégrer à n'importe quel robinet, ça va encourager les gens à le faire. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais si on le dit, par exemple, qu'il vous faut des robinets qui sont un peu spéciaux, on peut avoir des réticences. Tout ça, ça entre même dans la communication pour Oui, tout à fait. encourager les gens à... Tout à fait, mais je veux dire aussi le comportement vis-à-vis de l'eau et la responsabilisation, ça peut aussi jouer. Donc, s'il y a une fuite, par exemple, une fuite d'eau dans un WC, ce qui est très courant, bon, les gens négligent, ils ont tendance à ne pas réparer alors que c'est une fuite. Donc ça, c'est de la conservation. Réparer, on limite les fuites et les pertes. Bon, en fait, c'est les deux. Ça se complète et l'objectif est le même, c'est réduire la consommation et faire des économies d'eau, en fait. Bon, donc là, la loi sur l'énergie qui comprend l'eau aussi, donc on a ces standards qui sont utilisés et qu'on utilise aussi dans GRASMET. Donc si vous regardez un petit peu les différents appareils, et on a les débits ou les quantités d'eau qui sont adoptées, si vous voulez, et c'est ce qu'on utilise pour faire nos calculs. Alors, comment la conception de l'efficacité de l'eau? Donc, on a ici quelques exemples, des toilettes à chasse d'eau faible, etc., des douches avec système d'arrêt automatique. Donc, on a un ensemble de mesures qui permet d'être plus efficace dans l'utilisation de l'eau. Bon, corriger les niveaux de pression de l'eau. Donc ça aussi, c'est une mesure qui permet aussi de réduire la consommation. Bien sûr, le débit est lié à la pression. Donc si on réduit la pression, on arrive à faire des économies d'eau aussi également. Alors les appareils électroménagers économes en eau aussi, bien sûr, c'est de plus en plus. Donc les lave-linges, les lave-vaisselle, et on arrive à faire des économies substantielles en eau et en énergie aussi d'ailleurs. Des technologies pour mesurer la consommation d'eau, donc pour voir, donc ça rentre, c'est un peu de la gestion pour voir si on n'a pas de dérive, est-ce qu'on est conforme aux consommations, etc. Est-ce qu'on fait des progrès? Donc, ça nous permet de faire des bilans et de suivre de près notre consommation et de voir s'il y a un problème quelque part, par exemple, pour corriger ou pour réparer. Donc, ça aussi, c'est intéressant et ça permet de faire des économies d'eau. Donc, pour évaluer l'efficacité de l'eau lors de la conception, il convient de calculer le pourcentage de réduction d'eau. On va voir tout de suite. Donc, on va prendre la norme américaine qu'on a vue tout à l'heure avec les quantités annoncées, si vous voulez, en consommation par appareil et par jour et par personne par la suite. Et donc, ça sera la référence qu'on va comparer à la consommation réelle. Et on va voir si on réalise des économies, si on dépasse ou si on consomme plus ou moins, et si on consomme moins, combien, et c'est ainsi de suite qu'on va avoir des notes là-dessus. Donc, il convient de calculer le pourcentage de réduction d'eau par personne et par jour dû à l'installation des appareils sanitaires, à la consommation de chacun. Donc,
Voilà un petit peu. Bon, si vous regardez un peu, c'est ce qui est... c'est la référence EPA, si vous voulez. Donc, on a les quantités, c'est ce qu'on a vu avant dans les tableaux avant. Donc là, on les reprend. Et on a des moyennes d'utilisation, si vous voulez. Donc, si vous regardez un petit peu, par exemple, WC, 2 fois par personne par jour. Flow rate, en fait, c'est par flash, donc c'est par utilisation, si vous voulez. Donc, on a par exemple 12 litres d'utilisation ou de consommation. Ça, c'est le standard par jour. Bien, donc ça, c'est... Donc, si on regarde ici, bon, là on parle de bâtiment, on est à 16,9 litres par personne par jour. On est bien d'accord? Bon, ça c'est la base, mais vous allez voir qu'on peut réaliser des économies. Cette quantité n'est pas très faible, n'est pas faible. La preuve, c'est qu'on peut faire des économies et consommer nettement moins. Bon, dans l'exemple qu'on fait... Pardon, ça c'est pour un bâtiment commercial. Commercial, oui. Tout confondu, comme un hôpital, comme une école, comme un local commercial. C'est du tertiaire en général, oui, ça c'est le... Enfin, on appelle commercial, c'est le tertiaire en fait. C'est le tertiaire, sachant comme on a dit hier qu'il va y avoir en principe... Bon. Alors il y a 2 choses, il y a 3 choses en fait. D'abord, que faire pour avoir un bâtiment durable? Que faire pour faire avoir un bâtiment durable? C'est ce que nous sommes en train de présenter. C'est-à-dire, il faut des indicateurs concernant l'enveloppe, l'efficacité de l'enveloppe, concernant l'eau, les utilisations d'eau, l'efficacité des équipements et la récupération. On donne des indicateurs que ce sont donc les références, et si vous descendez, vous le faites mieux, vous gagnez des points. Donc, que faire? On a une panoplie de mesures et une panoplie d'options, ce qu'on indique. Voilà. Ça, c'est le référentiel. Normalement, quand on parle de référentiel, on indique, on oriente vers le choix des options. Alors maintenant, comment faire? Là, à ce moment-là, on va aller vers les techniques. Comment faire? C'est-à-dire utiliser ces équipements dont vous parlez, renforcer l'usage économique. Donc, comment faire? On va vers la technique. Comment faire? Ce sont les objectifs des guides qu'on fait. Puisque le système référentiel qu'on appelle classement, il y a que faire. Bon, on oriente. Comment faire? Il faut aller vers les guides. Et qui fait? Ce sont les gens qu'on doit les former, qu'on doit les donner donc les notions, qu'on doit aussi renforcer leurs capacités. Et ce sont donc les techniciens, les ingénieurs et tout ça. Donc, c'est une chaîne complète. Une fois que les 3 ont été réalisés, on obtient des bâtiments verts. Donc, il ne faudrait pas, c'est-à-dire confondre les guides avec les orientations. Que faire? Voilà. Donc, là, il n'y a pas une conclusion entre les guides, comment faire et que faire, mais juste que faire avec ces seuils, peut-être, ça m'a qu'il faut détailler plus ce grand. Il faut détailler davantage ce grand ensemble qui englobe la diversité de bâtiments. C'est ce qu'on avoir une différence significative. C'est ça le sens. Bon, on a dit tout à l'heure que la plateforme qui sera expliquée et commentée par Adel tout à l'heure, dans cette plateforme, il va y avoir des documents, on va faire référence à des documents techniques détaillés qui expliquent chaque thème ici. Donc il va y avoir des documents où on va beaucoup plus dans les détails techniques et comment faire et les solutions techniques. Donc ce n'est pas l'objet ici de ces présentations. À mon avis, au lieu de faire bâtiment commercial, tout ça, si on peut le diviser en 2 ou 3 groupes, ça sera par type de bâtiment tertiaire. Parce que ça sera plus les hôpitaux, c'est plus par au lieu de mettre tout ce groupe de bâtiments qui sont vraiment très diversifiés sous un nom qui est bâtiment commercial. Et par suite, je peux donner des seuils qui sont un peu différents et qui seront plus significatifs.
C'est ça la remarque, c'est pas comment... Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Et en fait, c'est la bonne voie pour arriver. En fait, j'ai dit, quand on parle de bâtiment commercial, on dit tertiaire, maintenant on englobe le tout. Mais effectivement, cette plateforme ou ce référentiel est tellement flexible qu'on peut décider ce qu'on veut dedans. C'est-à-dire, bien entendu, dans le cadre de l'eau, il faudrait séparer. Il faut mettre les hôpitaux, des ailes, les hôtels tout seuls, et ainsi de suite. Dans le cadre de l'enveloppe aussi, comme j'ai dit au début, là, même la réglementation marocaine, il y a des références, les exigences sont différentes par rapport à chaque type de bâtiment. Aussi, ça peut être la même chose. Donc, c'est tellement flexible et c'est tellement aussi, on voudrait donc que tout le monde travaille dans le cadre de cette plateforme pour échanger. Donc, effectivement, ça, c'est une chose qui pourrait être réalisée. Pour la faire, il faut se mettre d'accord sur les niveaux. C'est-à-dire, si on va parler de l'hôpital, qu'est-ce qu'on va considérer pour les hôpitaux? Si on va parler aussi des écoles, qu'est-ce qu'on va considérer? Là, on est parti d'une base commune, voilà, et cette plateforme devrait être au fur et à mesure améliorée et à fur et à mesure, on intègre, que ce soit les connaissances techniques au niveau des guides, que ce soit donc lorsque la technologie devient avancée dans un pays où on a des matériaux, on a des équipements, on pourrait effectivement modifier les seuils à partir desquels on vient. Donc, il ne faut pas considérer que ce qu'on présente ici, c'est figé. Il faut considérer que quelque chose qui est dynamique et qui nécessite la contribution de tous. Voilà. Mais j'ai une question. Pourquoi on a divisé par deux? Parce que c'est hommes et femmes. Donc, par personne, comme il y a deux, on a pris pour homme combien et pour femme combien, et on a divisé par deux pour faire une personne. C'est-à-dire, regardez, on a pris la consommation pour femme, donc on a fait les calculs, donc pour femme ça fait B, pour avoir et la pour moyenne. homme, pour avoir une moyenne pour une personne. Parce que, d'accord, donc ça c'est la consommation réelle en fait. Ça c'est la consommation réelle. Et avant c'était la consommation de référence et on compare les deux. Donc on a X qui est la consommation réelle, donc ça c'est... Voilà, donc ça c'est X. Après on passe aux appareils à débit. Donc on passe au robinet par exemple. Donc le lavabo, la cuisine, la douche. Donc, bien sûr, ici, comme on est en bâtiment commerciaux ou tertiaire, on ne parle pas de douche, c'est zéro. Donc, on fait... Attendez, il y a un problème. Hein? Parce que tout est groupé, on ne parle pas de douche. Alors que dans les hôtels, il y a des douches. Oui, mais c'est ce qu'a dit Adel. Bon. On part avec, si vous voulez, avec une forme relativement simple. L'objectif, c'est de savoir l'utiliser et savoir le manier. Après, on peut développer un peu plus. C'est-à-dire, on peut aller après par sous-secteur. Et ça fait partie aussi des discussions qu'on a avec vous, et des idées qu'on donne. Bon, après, on peut diviser, et on peut aller sur les hôpitaux, les hôtels. Par exemple, les hôtels, bien sûr, tout à fait, beaucoup plus précis. Bien. Donc, là, pour les normes, donc, si vous voyez ici, pour les appareils à débit, on est à, donc, on fait la somme avec l'utilisation journalière, le débit, le temps, donc ça nous donne une quantité, donc, 6 litres, 2 litres et 0, donc on est à 8,3 litres par personne par jour. Donc on regarde après, en consommation réelle, si vous voulez, en consommation réelle, donc la consommation réelle est Y, d'accord? Bon, c'est juste pour expliquer la méthode. Après, vous avez
calculer la consommation d'eau pour les appareils. Donc, on fait la consommation totale, donc on est à Z, si vous voulez. Donc, voilà un petit peu le pourcentage d'économie d'eau. C'est 100 fois multiplié par. Alors, 25, c'est la somme par personne, la consommation de référence. Et on a Z, en fait, qui est X plus Y. Donc, ça, c'est la consommation réelle. Donc, vous voyez, et là, on voit le pourcentage d'économie d'eau. Donc, et avec ça, on a un chiffre, on a un... Alors, pour les bâtiments résidentiels, donc là, pour le WC, on est à 5 utilisations par jour. Donc, vous avez dit que c'était trop peu. Voilà, on est à 5 dans le résidentiel. Pardon, là, on entre dans les détails parce que des fois, on donne des choses sur le dimensionnement. C'est pour ça qu'on réagit. Oui. Pour ces valeurs, est-ce qu'elles sont des valeurs normatives, c'est-à-dire ISO, la européenne, Non, mais sont les ressources de ces valeurs qui sont des données pour le dimensionnement? Bah, ça, c'est les normes qu'on a vues tout à l'heure, la norme américaine qu'on utilise. Reviens vers l'avant, s'il vous plaît. Pour nous, voilà, non, c'est là, oui, c'est là. Regardez. Donc là, c'est-à-dire la consommation conventionnelle par fixture. C'est-à-dire, nous, ça c'est la référence qu'on applique. C'est une convention. Voilà, on applique. C'est la référence américaine qu'on a montrée tout à l'heure. 8,1, 8,5, ça veut dire 25,2. Ça, c'est-à-dire, c'est la référence. Donc, vous me dites, pour cette référence, c'est la référence qu'on applique. Alors, cette référence, vous la trouvez basse ou haute, on peut discuter, mais c'est-à-dire... Voilà, mais c'est une référence qu'on applique. Alors, maintenant, l'installer, ce qui est installé... Attends. Là, revenez pour la... Non, je vais montrer... Je vous dis ça parce que pour nous, d'après le décret des marchés publics, on n'a pas le droit de faire référence à une norme. On ne fait pas référence à une norme. Nous, on dit pour calculer, par exemple, pour vous dire les choses. C'est-à-dire, nous, si on considère 25 litres par personne par jour, mais si les équipements qu'on a mis, ils sont inférieurs à 25 litres par jour, on donne des normes. On donne à ce moment-là des normes. À ce moment-là, c'est la base de consommation. Bon, je vous dis une chose. Par exemple, lorsque vous dimensionnez le chauffe-eau solaire, qu'est-ce que vous considérez pour le chauffe-eau solaire comme consommation de litres par jour, par personne? C'est combien pour le chauffe-eau solaire? On considère pour la conception 50 litres par jour, par personne. Alors, ça, c'est-à-dire, c'est la considération. Bien entendu, c'est lorsqu'on va dimensionner, on utilise les 50. Mais est-ce qu'il va consommer les 50? Est-ce qu'il va consommer moins ou plus? Ça, c'est autre chose, c'est dépend de l'utilisation. Nous, on ne vous dit pas de concevoir 25 litres, mais on vous dit qu'il faudrait avoir moins de 25 litres, que les équipements que vous installez permettent un usage inférieur à 25 litres. C'est juste qu'on... Alors, les normes de conception, ça dépend de chaque pays. On ne va pas imposer au Maroc les normes de la Tunisie. Et on ne va pas imposer aux Tunisie les normes du Maroc. Mais on impose un niveau à partir duquel on commence à dire, à partir de ce niveau, si vous êtes mieux de ce niveau-là, vous pourriez avoir des normes. C'est ça l'objectif. En fait, c'est ça la norme qu'on utilise, qu'on a montré tout à l'heure. C'est ça qu'on prend comme base. Et voilà la consommation. Vous voyez, c'est la norme qu'on utilise. C'est bien ça. Hein? Comment? C'est presque 20 ans. Oui, mais ça, c'est le dernier. Ça a été modifié. C'est le dernier qu'on a. Il n'a pas changé depuis. C'est ça, en fait. Il n'y a pas plus récent, je veux dire. Bon, on va continuer avec ça. Voilà. Donc voilà un petit peu le pourcentage d'économie. Bon, bien sûr, c'est pareil pour les bâtiments résidentiels, donc on va utiliser la même chose. Donc si vous regardez un petit peu,
Bon, la consommation de référence pour les WC, c'est 30 litres par jour par personne. Et ici, on a la consommation réelle, donc qui est X. D'accord? Après, on passe aux autres consommations. Donc, on a là les appareils à débit. Donc, là, on a bien sûr la douche. Donc, la douche, qui a une consommation très importante, bien sûr. Et on arrive à une consommation journalière de référence par personne de 219 litres. Après, on a la consommation réelle. Donc, la consommation réelle, donc c'est bien sûr les trois points. Ça nous fait donc 2 plus E plus F. Donc, ça, c'est la valeur réelle. Donc, de la même façon, on calcule le pourcentage d'économie d'énergie. Donc, la consommation réelle totale et la consommation de référence. Donc, vous voyez, la consommation de référence, c'est 249 litres. Et la consommation réelle, c'est Z, c'est-à-dire X plus Y. Et on arrive au pourcentage suivant. Donc, c'est le pourcentage d'économie ça se calcule de la même façon. Et on a, bien sûr, un pourcentage. Alors, voilà. Comment se conformer à Grassmann? Donc, on a calculé le pourcentage d'économie et on regarde un petit peu. Donc, on a un total de 21 points. Et bon, voilà. Donc, si on est supérieur à 30% d'économie, on a le maximum, 18 points. Et après, si on a un niveau de pression correct, donc si on a corrigé la pression, si on a des appareils à économie des appareils efficaces, si vous voulez, et si on a installé des compteurs pour mesurer la consommation. Et c'est pour une question de gestion de consommation pour voir, donc on l'a dit tout à l'heure, donc ça nous fait encore aussi un point. Donc voilà pour le résidentiel aussi, donc on est à 26 points, donc pareil, de la même façon, à peu près la même méthodologie. Ça va? Simplement pour résumer, pour comprendre une chose, c'est-à-dire concernant l'eau. En fait. Voilà, ça, pour l'utilisation de l'eau, on a besoin des équipements, des appareils. Enfin, il y a la chasse d'eau, il y a le robinet, il y a la douche. Donc ça, le problème qui se pose actuellement, voilà, comment noter, comment faire cette comparaison? Il faut une référence. La référence, c'est quoi? C'est-à-dire, si on est les chasses d'eau, donc c'est par poussée, c'est 6 litres à chaque fois. La référence pour calculer, je ne sais pas, on a un appareil 6 litres, on a un appareil 9 litres, on a un appareil 8, ainsi de suite. Mais la référence, c'est 6. La douche aussi, on a aussi la référence aussi, combien la douche, et pour le robinet. Alors maintenant, pour faire cette comparaison, on estime combien de fois la personne utilise chaque équipement. Et si on calcule, par exemple, vous avez 2 fois la douche, 3 fois le robinet, ainsi de suite, on multiplie à ce moment-là par la capacité de l'installation qui est de référence. Et si on a des équipements qu'on a mis plus efficaces et tout, puisque chaque équipement il a ses caractéristiques, c'est-à-dire à ce moment-là, on remplace les références par les équipements et on fait la comparaison. Ce qui nous amène à une économie d'eau, voilà. C'est-à-dire cette économie d'eau, elle est entre guillemets théorique, mais dans la pratique, si on n'utilise même pas la douche, on économise de l'eau. Mais là, c'est pour comparer les systèmes et les équipements qui ont été de référence avec celles
qui ont pris de référence avec ceux qu'on a installés. C'est ça l'idée. Alors maintenant, pour le dimensionnement, pour le choix des équipements, ça c'est les ingénieurs qui vont faire, les ingénieurs CVC ou autres, c'est eux qui vont faire le choix. Nous, en fonction de ce qui a été choisi, c'est de voir si c'est vraiment, ça pourrait conduire à une économie d'eau ou pas. Bon, alors, moi je conçois que l'histoire de l'eau, c'est quand même un thème très important et il y a des choses à faire. Parce que, bon, en fait, ici pour Grassmed, par exemple, bon, on a séparé en deux parties. C'est la partie efficacité de l'eau, donc les économies réalisées en utilisant l'efficacité. Mais en fait, bon, on n'est pas aller trop loin dans les détails. C'est-à-dire, pour l'efficacité, bon, on a en gros considéré la consommation d'eau à l'intérieur. C'est-à-dire, bon, si je fais attention, etc., on l'a considéré comme, si j'arrête un robinet, on l'a considéré comme efficacité. Donc, en consommation d'eau utilisée, en réduction de cette consommation intérieure, on a considéré comme efficacité. Après, pour la conservation, bon, on est resté un peu général, on n'a pas voulu trop compliqué parce que, bon, c'est quoi, conservation ou efficacité? Bon, c'est nuance quand même, c'est un peu délicat. Donc là, on a parlé surtout de récupération d'eau, donc économie réalisée par la réutilisation de l'eau ou la récupération de l'eau de pluie, etc. Pour Grassmed, pour cette version. Donc c'est ce que vous allez voir. Donc, si on regarde un petit peu, donc la conservation de l'eau, donc c'est réduire bien sûr la consommation, c'est limiter les pertes, c'est réutiliser l'eau. Alors pourquoi il faut conserver? Donc ça, on a vu tout à l'heure. Alors, économiser de l'eau, garantir un approvisionnement continu, essentiel pour la santé, économiser de l'argent, bien sûr. Alors, on n'a pas besoin de donner, je veux dire, tout le monde connaît le problème de l'eau, mais on peut donner beaucoup d'explications là-dessus. Donc, bien sûr, économie de l'eau, ça veut dire aussi économiser de l'énergie parce que le traitement de l'eau, ça coûte. Donc, si vous consommez moins, ben, vous allez aussi consommer moins d'énergie. Alors, comment économiser l'eau ou quelles mesures envisager? Donc, on parle en conservation. Donc, d'abord, les thèmes qu'on a pris en considération, c'est d'abord la récupération des eaux pluviales, l'utilisation de l'eau de pluie. Bien sûr, c'est un point qui nous paraît assez intéressant parce que nous avons un potentiel assez intéressant pour la récupération et le stockage de l'eau de pluie. Nous avons aussi, alors... Mais quand on a des bâtiments en vertical, c'est pas possible qui va récupérer l'eau. Mais on peut, bon, la quantité sera plus... Oui, sera plus faible, bien sûr. La quantité sera plus faible, mais c'est variable. Mais... En contraire, c'est la même chose. Parce qu'on a des techniques de pompe pour drainer l'eau. Mais la différence, c'est que l'eau ne sera pas groupée pour aller vers les égouts, mais qu'il soit collecté séparément pour être utilisé. Mais la question, c'est la pertinence de cette option dans notre contexte. Dans notre contexte, avoir toute une installation, c'est vraiment pertinent. Peut-être que les régions des montagnes, peut-être, mais la majorité des régions au Maroc, si on veut faire un label ou la définition d'un bâtiment vers le contexte marocain, je ne vais pas insister sur ce point, parce qu'il que demande des dispositions particulières et que peut-être que je ne vais pas l'exploiter ou son exploitation va poser d'autres problèmes. Comme je vous ai dit, l'eau stagnante et tout ça.
Mais pour la récupération de l'eau, on fait ça. Pour la récupération de l'eau, pour aller vers les égouts. Déjà, la conception, il y a une pompe, je pense minimum de 2% pour Tout à fait, oui. Les toitures pleines, pour assurer que l'eau ruisselle rapidement, efficacement vers le point. C'est sûr, il y a beaucoup de variétés. Bon, dans d'autres situations, ça peut être très intéressant. Pour d'autres régions, c'est sûr que justement, on a mis un certain nombre de points. Bon, maintenant, si on a fait des mesures, on va les prendre, ces points. Sinon, peut-être on va insister sur une autre mesure ou un autre indicateur. Bon, c'est sûr qu'on a quand même des points communs, je vais dire, au niveau de nos régions et de nos pays, mais il y a quand même des différences. Bon, il faut savoir un petit peu faire l'équilibre entre tout ça. Donc, le condensat pour la conservation de l'eau, donc là aussi, ça peut être, à mon avis, ça peut être intéressant parce que, l'utilisation des climatiseurs, etc., on a parfois des quantités. Alors maintenant, vous allez me dire, dans les régions sèches, il n'y a pas assez d'humidité, bien sûr, mais il y a des régions où c'est très humide, on peut récupérer des quantités, mais c'est une mesure qui n'est pas très, très difficile à mettre en place. Récupérer de l'eau des condensats, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Et c'est de l'eau pure, donc il y a des possibilités. Alors le recyclage. Franchement, pour cette option, c'est la première fois que je l'entends, vu que c'est sûr qu'on aura des canalisations à prévoir et tout ça. Mais la quantité d'eau, est-ce qu'il justifie cette installation? Moi, je vais vous dire, par exemple, à Beyrouth, il fait en général très humide. Et les quantités journalières, vous pouvez être surprise. C'est des quantités, je ne sais pas, par appartement, il y a au moins 50 litres. Ah oui, moi, quand il fait chaud, un peu humide, on a des quantités assez importantes. Moi, je dis ça parce que moi, je récupère l'eau chez moi dans mon appartement et c'est impressionnant les quantités d'eau qu'on arrive à récupérer. Bon, c'est une eau pure, donc on peut faire... Bon, c'est de l'eau propre, hein, c'est sûr, donc ça s'utilise sans traitement particulier. Bon, c'est pour ça que je dis, c'est variable, bien sûr, c'est variable d'une région à une autre, mais c'est une mesure qui est prise en considération et qui en était par Grassman. Bon, pareil pour le recyclage des eaux, donc là aussi, le recyclage des eaux, c'est assez général. Et là aussi, il y a quand même un indicateur qui est assez intéressant, et c'est la réutilisation des eaux recyclées. Au moins pour des charges d'eau, c'est très significatif. L'utilisation des eaux grises. Bien. Il y a maintenant des nouvelles technologies, donc dans les chasses, donc il y a comme un petit lavabo, comme ça vous lavez vos mains. Donc dans le lavabo et tout ça à fait, remplit la chasse. Et donc ça permet de ne pas utiliser de l'eau pure. Tout à fait, c'est la réutilisation, donc parce que là c'est sans traitement, ça c'est de l'eau qui peut s'utiliser dans le WC. Bien sûr, on en parle. Simplement pour vous dire, là même à Marrakech, on regarde, on voit énormément de climatiseurs maintenant qui sont partout. Voilà. Alors ce climatiseur, quand il va être utilisé, obligatoirement, il y a des condensats, il y a d'eau qui sort. Voilà. Mais la quantité est minime, parce que elle est très... Il n'y a pas d'humidité. Attends, la quantité, bien entendu, la quantité donc, de condensat, elle dépend du nombre, d'abord de l'efficacité de l'équipement, elle dépend aussi des conditions climatiques, c'est-à-dire surtout si c'est humide ou pas. L'humidité, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas l'humidité externe, c'est l'humidité interne. Normalement, quand on est dans un local, nous, on produit l'humidité, c'est-à-dire c'est la vapeur, c'est la respiration, c'est tout. Donc, c'est pas une caractéristique du climat extérieur, c'est les conditions internes du local, puisqu'on transpire, on respire, et ça, c'est produit l'humidité. Un climatiseur qui fonctionne en été, obligatoirement, il doit faire sortir une quantité d'humidité.
Bon, c'est vrai, on centralisait ça. C'est qu'entre 5 split, et 20 c'est- litres par jour. Entre 5, ça dépend. Pourquoi on a dit entre 5 et 20 litres par jour? Puisque ça dépend de la région et ça dépend de la durée d'utilisation. Mais en général, c'est entre 5 et 20 litres. Mais ces 5 et 20 litres, supposons une moyenne de 10, voilà, aujourd'hui. Mais cette eau, où elle s'en va? On est en train de la jeter n'importe comment. Mais dans les nouveaux bâtiments, il peut y avoir donc une bonne conception, un bon emplacement des climatiseurs et une collecte de cette eau. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'ajouter, l'architecte ou l'ingénieur, il ajoute une petite canalisation d'évacuation. Tous les climatiseurs sont liés à cette installation et ça peut donc conduire à une certaine quantité par jour. 200 litres, ça dépend, 400 litres, ça dépend. Normalement, généralement, je ne sais pas si c'est vous qui sont utilisés, mais généralement, c'est nous, la climatisation, c'est à travers les split systems. Oui, mais même. Oui, mais même. Les split systems n'agissent pas sur l'humidité. Il le refroidit, il le rejette. Non, mais c'est ce que je viens de dire, c'est ce que vient de dire Adel. En fait, c'est l'air intérieur. En split, vous refroidissez l'air intérieur. C'est ça? C'est bien ça. Et l'humidité. Il est affecté par l'air extérieur. Donc, Oui. par exemple, je pense qu'à Rabat, ça pourrait très bien marcher. Mais par exemple, à Marrakech, vu que le climat il est trop sec. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense que c'est un investissement. Non, mais- C'est quand il fonctionne le climatiseur? Il fonctionne le climatiseur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un évaporateur. Oui. Un évaporateur, il a une température très basse, en fait. Oui. Voilà. La température, c'est obligatoire. Elle est inférieure à la température de rosée. Bon, je vous dis un exemple. Si vous faites, même à la base ici, à Marrakech ici, si on fait sortir une bouteille d'eau froide et on la met sur la table, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a de l'humidité, malgré que nous sommes à Marrakech. Cette humidité, elle vient de la condensation, puisque l'air autour de nous, obligatoirement, pour la respiration, il doit avoir de l'humidité. C'est ça, en fait. Si vous avez de l'humidité de l'air inférieure à 30%, comme en humidité relative, on aura des problèmes de gorge, des problèmes d'habitation. Toujours une humidité. Donc en climatisation, toujours il faut assurer une humidité au moins de 50%. Si elle est supérieure à 50%, on commence à avoir de transpiration. Donc le but du climatiseur, c'est d'assurer la condensation de cette vapeur d'eau et d'évacuer ce condensat vers l'extérieur. Alors la quantité, ça dépend entre à Rabat ou exactement à Agadir, une grande production d'eau. Ici à Marrakech, il y a moins, mais il y a toujours un condensat. C'est ça, tout à fait. Bien. Alors, l'utilisation des plantes indigènes ou adaptatives, bien sûr, surtout des plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau, par exemple, c'est une mesure goutte à goutte. Donc ça, c'est pour l'irrigation. Donc, utiliser l'irrigation goutte à goutte, aspersion ou nocturne, bien sûr, pour limiter, bien sûr, l'évaporation. Donc tout ça, ce sont des techniques, si vous voulez, qui permettent de faire des économies au niveau de la consommation d'eau. Donc goutte à goutte. Alors voilà un petit peu l'irrigation par aspersion. Bon, ce sont des choses qu'on connaît, mais qui permettent de faire des économies. Irrigation nocturne, bien sûr, ça limite l'évaporation de l'eau. Donc ça permet de faire des économies substantielles en termes de consommation. Les contrôleurs, bien sûr. Donc, on peut utiliser des contrôleurs. Alors, bien sûr, ça permet de mieux gérer. Donc, il y a plusieurs types, mais ça permet de mieux gérer, donc de faire des économies également. Alors, comment évaluer? Donc là, bon, il faut voir un petit peu le pourcentage de réduction de la consommation d'eau est égal. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, A, donc, représente la demande en eau. Donc,
on a une idée de la demande en eau. B représente les économies liées à la réutilisation des eaux grises. Donc, la réutilisation, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, ça en fait partie. C représente de l'eau de pluie, donc l'économie de l'eau de pluie, et représente les économies d'eau de condensat. Donc on a pris 3 thèmes dans GrassMed. Alors bien sûr, on peut développer ça et on peut prendre des choses plus en détail si vous voulez, mais pour le moment, ce sont 3 thèmes qu'on a supposés les plus pertinents, donc B, C et D. Donc ça nous fait une consommation ou l'économie, donc plutôt B, C, D sont des économies réalisées. Alors bien sûr, voilà un petit peu. Bon, en fonction de la réduction et de l'économie réalisée, on va avoir un certain nombre de points. D'accord? Donc voilà, pour la réduction, on est supérieur à 50%, on a le maximum qui est de 23 points. Et on a donné donc 6 points donc pour les plantes, pour les systèmes efficaces d'irrigation et pour le système de contrôle. Donc ça nous fait un total de 29 points. Ça veut dire quoi, plants are native? Hein? More than 50% of plants are native. Pour les plantes. Comment ça, native? Les plantes, les arbres qu'on a plantés, il y a plus de 50% qui sont de la région. Qui ne consomment pas qui ne consomment pas beaucoup. Qui sont spécifiques à la région, par exemple. Tout à fait. Qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Tout à fait, c'est ça en fait. Il faut s'orienter, lorsqu'on va utiliser des plantations autour des bâtiments, il faut choisir des plantes qui ne consomment pas d'eau. Bon, voilà. Là, on a pratiquement terminé, donc il nous reste des petites choses. Il nous reste la biophilie et il nous reste aussi le rideau d'air. Ça prend 5 minutes, pas plus que ça. Si vous avez le temps, vous pouvez donner donc les quiz là. Oui, bien sûr, on va faire les quiz. Donc, on va continuer encore un peu, je crois. Oui. On a le temps encore. Bon. Jusqu'à 11h15. Bien, donc on va aller sur le rideau d'air. Rapidement, on va voir le rideau d'air. Bien. Donc, bon, on a aussi, dans GrassMed, on a aussi laissé une petite place pour les rideaux d'air parce qu'on a considéré que c'est quand même, dans certaines situations, ça permet de faire des économies substantielles, donc en termes d'énergie. Bon, les grandes lignes qu'on va voir, c'est quoi un rideau d'air? Sont-ils efficaces? Comment fonctionne-t-il? On ne va pas trop rentrer dans les technologies, etc., mais quelques grandes lignes, si vous voulez, quelques exemples. Comment on sélectionne? Quelles sont les exigences et comment se conformer à GrassMed? Bon, qu'est-ce qu'un rideau d'air? Donc ça, on a une idée déjà de ce que c'est un rideau d'air. Donc c'est un appareil intégrant des ventilateurs puissants qui crée une barrière d'air invisible sur une porte ou une ouverture pour séparer efficacement 2 environnements différents. Donc ça peut servir en chauffage comme en climatisation. Et ça fait une séparation en fait qui est invisible. Donc c'est un rideau d'air. Bien sûr, cette séparation climatique, en fait, ça permet de faire des économies d'énergie
Dans certaines situations, on peut avoir jusqu'à 80% d'économie. Dans certaines situations. Bon. Donc, est-ce qu'on peut revoir la photo? Parce que la photo ne c'est pas vrai. C'est-à-dire comme un contour. Non, en fait, dans la porte, Comment? il y a Enfin, de l'air, un soufflage d'air. c'est un rideau d'air. Qui est de haut en bas. C'est en général, bon, ça peut être placé sur le côté pour certaines situations, mais d'une manière très générale, c'est placé au-dessus de la porte. Bon, ça peut être de l'intérieur ou de l'extérieur, ça dépend des conditions. Hein, on va voir quelques exemples. Mais en fait, ça fournit un jet d'air qui va faire une séparation et qui va empêcher l'air chaud, par exemple, du chauffage jusqu'en bas. Jusqu'en bas, un jet d'air vertical. J'ai vu ça aux Pays-Bas, Oui. parce qu'il fait très froid et que l'intérieur il est chaud, pour éviter de perdre de la température de l'intérieur. Donc, puisque tu connais داخله كيضرب فيك داك الريح Il y a سخون. une aspiration. Non, il n'y a pas d'aspiration. Il y a les deux cas, mais on va voir, il y a les deux cas. Mais même quand ça arrive en bas, ça n'a plus beaucoup d'effet. Donc vous n'allez pas le sentir beaucoup, mais même s'il n'y a pas d'aspiration. Mais Ou bien entrer, ça dépend de la différence de pression. Tout à fait. Entrer ou bien il doit sortir. C'est ça. c'est ça en fait. Donc peut-être Mais- qu'il entre, voilà. Mais on peut, en fait, c'est réglable. On peut diriger de façon à ce que cet air rentre parce que c'est un air qui est traité, il va rentrer plus. C'est-à-dire, on va faire une très légère inclinaison pour diriger vers l'intérieur. Donc il est pris en considération pour la ventilation même du local, peut-être. Puisque C'est une séparation seulement. C'est une séparation. C'est une barrière. C'est une barrière. Alors, maintient une atmosphère propre. Donc, bien sûr, ça fait des économies d'énergie. Ça maintient une atmosphère propre contre les insectes, la poussière. Donc, ça permet en fait, ça fait partie des avantages secondaires, disons. Donc, le fonctionnement repose sur un jet d'air à grande vitesse qui couvre toute l'ouverture. Donc, ça couvre toute l'ouverture. Donc, les rideaux d'air chaud créent une séparation climatique confortable. Donc, en général, en chauffage, on ne va pas souffler de l'air froid, parce que c'est gênant. Donc, on intègre un chauffage, on chauffe l'air qui est soufflé. C'est une question de confort, en fait. Donc voilà un petit peu le principe. Donc nous avons un ventilateur, on aspire l'air, on va le souffler dans le sens du haut, bon, vertical disons, vertical, avec des petites corrections, on va voir aussi. Bien sûr c'est efficace, donc toutes les études ont prouvé que les rideaux d'air sont efficaces, ils permettent d'économiser beaucoup d'énergie et permettent dans le même temps d'obtenir des conditions confortables au niveau des entrées qui restent protégées. Donc, c'est comme des climatiseurs parce qu'on voit ici que c'est l'air neuf qui entre, il est conditionné. non, c'est pas un climatiseur, c'est pas un climatiseur, c'est uniquement non. Le bleu, c'est l'air froid, le plus qui entre de l'extérieur. Là, c'est un exemple, mais ici, en fait, à l'intérieur, il n'y a que le dispositif il y a un dispositif de traitement, il peut y avoir un filtrage, mais il y a que le ventilateur essentiellement, et il y a une sorte de lamelle pour diriger l'air, mais il n'y a pas c'est pas un climatiseur. Parce que je vois ici qu'il y a deux couleurs différentes. Donc c'est sûr que... Voilà, je vous explique pourquoi les flotteurs. Ça, il est utilisé. Ce schéma-là, c'est pour les locaux commerciaux en été. Si on avait utilisé en hiver, les couleurs seront différentes. Oui, mais pourquoi la différence? différente. C'est ça. Puisque l'air, il est pris d'où? Il est pris de l'intérieur, n'est-ce pas? Il est pris de local.
C'est du leçon du local. Oui, puisque ça, on les met sur des portes, d'accord. Supposons que cette porte est une porte qu'on va ouvrir, et ça, sur l'extérieur. On le met au-dessus de la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'air de l'intérieur, il est l'air frais de l'intérieur, et il le souffle vers le bas. Quand il souffle vers le bas, la porte elle est ouverte. L'air, il est froid, mais l'air à l'extérieur, il est chaud. Donc ce contact entre l'air froid et l'air chaud, il va chauffer, Mais qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'air chaud d'entrer et il empêche l'air froid de sortir. C'est-à-dire qu'il crée une barrière. C'est ça l'objectif. Donc on peut laisser la porte ouverte, les gens entrent et sortent. On n'a pas besoin de fermer la porte, c'est ça l'objectif. Mais cette barrière qui est faite par le soufflage de l'air, ça s'appelle donc des rideaux. On a créé un rideau. C'est ça l'objectif. Mais ce n'est pas un équipement qui refroidit. C'est un équipement qui prend l'air et qui le souffle. Donc en été, il prend l'air froid et il le souffle. Donc cet air qui est soufflé, il va se chauffer un petit peu, mais donc ça change de couleur. En hiver, il prend l'air chaud et il le souffle. Ça devient imparfait, mais simplement on empêche les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. C'est plus utilisé dans les portes automatiques qui s'ouvrent. Donc quand la porte s'ouvre, et comme ça, le soufflage, il n'est pas constant pour économiser. Non, c'est constant ça. Si la porte elle est ouverte, elle doit souffler en permanence. Il n'y a pas d'énergie dans ce cas. Dans certaines situations, quand la porte se ferme, la porte se ferme, ça s'arrête, oui, bien sûr. Quand elle s'ouvre, ça s'ouvre. Tout à fait. Parce que c'est pas intelligent de laisser le soufflage et de laisser la porte ouverte. Bien sûr. L'objectif, c'est de faire des économies. Des économies d'énergie. C'est pas de laisser en marche tout le temps qu'on n'a pas besoin, c'est sûr. Mais il y a plusieurs situations. Parce que les rideaux d'air, on va les mettre en espace qui est complètement ouvert aussi, ça existe. Oui, c'est ouvert tout le temps, en porte ouverte, ça existe. Il y a des situations où on a ça, par exemple, je ne sais pas, dans des malls ou des magasins, etc. On choisit de laisser la porte ouverte parce que commercialement, ça peut être plus intéressant et ça aide les gens à rentrer plus facilement. Ça existe, il y a des situations qui sont comme ça. Mais il y a d'autres situations où les portes s'ouvrent et se referment. Et dans ce cas, il y a une commande qui arrête quand la porte est fermée. Parce que si on laisse ouvert et que ça souffle, genre tout le temps, il y a beaucoup de consommation d'énergie. Ça consomme, oui, bien sûr. Le ventilateur, il a une certaine consommation. La consommation, je pense que ces rideaux, ils vont être utilisés dans des endroits particuliers, peut-être ouverts. Parce que si on a un local qui est bien fermé, où on a la clim où il est fermé, peut-être qu'on aura un phénomène de surpression ou de dépression. Donc on aspire de l'air. C'est une quantité d'air qui va... Oui. S'il n'y a pas, vous dites s'il n'y a pas de rideau ou s'il y a des rideaux? S'il y a le rideau, la quantité d'air prise par le rideau de l'intérieur doit être prise en considération s'il y a un climatiseur ou si l'endroit est fermé, pour ne pas avoir un phénomène de dépression ou de surpression. En général, l'air qui est pris, par exemple, de l'intérieur, il retourne à l'intérieur. Parce que en règle, il y a des réglages qui se fait et qui fait que c'est pas horizontal 90 degrés, il y a quelques degrés et c'est orienté, ça rentre à l'intérieur parce que c'est de l'air qu'on a déjà traité et on voudrait pas qui s'échappe. Ça se règle, mais ça vous allez voir tout à l'heure, on a un petit exemple. Il rentre un tout petit peu chaud parce que la porte est ouverte. Il s'est chauffé, c'est pour cela que sa couleur se change. Il y a une petite perte, mais pas une grande perte. Bon, là c'est un exemple, une simulation avec ou sans rideau. Vous voyez un petit peu la différence des températures. Donc le premier, donc là, vous voyez le niveau de rideau, en fait c'est ça. C'est là. Donc là, pour le premier cas, il n'y a pas de rideau, donc on voit que la température là c'est l'intérieur, donc la température elle est très basse. Et quand on met les rideaux, on a ce genre de situation. Donc la température,
Et c'est la température de confort intérieur qui reste la même en fait. Donc ça nous fait quand même une grande différence le fait d'installer. Je parle de cette situation, situation ouverte totalement ou avec rideau. Et donc ça nous fait vraiment. Donc c'est un exemple de comparaison. Alors, comment ça fonctionne? Donc l'air entrant par la grille, donc avec des fonctions de filtre et compressé, bien sûr. Le filtre protège les composants intérieurs. Donc en général, dans le système ici de rideau, on met des filtres. Alors les ventilateurs, donc centrifuges, axiaux, transversaux, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres pour faire le calcul de. On a quelques exemples un peu plus tard. Certaines sorties d'air ou lamelles peuvent être réglables pour augmenter les performances du rideau d'air en fonction de chaque situation. Alors voilà un petit peu. Donc, en général, c'est horizontal. Donc, ils sont installés horizontalement, c'est-à-dire du côté haut. En fait, c'est horizontal, donc ça... on voit l'air, le débit d'air, le jet d'air verticalement, et on a des rideaux d'air sans récirculation. Donc sans récirculation, donc on voit le mouvement d'air, comment se fait. Alors, et comme j'ai dit, si c'est... Bon, en fait, il y a des situations où bien on l'installe à l'extérieur de la porte ou à l'intérieur de la porte. Donc, selon les situations, on va diriger l'air qui souffle dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire en modifiant un petit peu l'angle du jet. Mais là, on a des rideaux d'air sans récirculation, et l'autre rideau, c'est un système qui coûte plus cher, mais qui est plus intéressant parce qu'on a de la circulation, donc on reprend l'air, et ça fait presque un circuit fermé en circulation. Bon, c'est Donc ici, il y a l'aspiration, c'est ce que j'ai dit. oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a les deux cas. Il y a les deux cas, mais en général, les rideaux d'air, vous voyez le dernier point, les rideaux d'air à circulation sont plus efficaces, mais la majorité des installations ne les utilisent pas en raison des coûts, c'est plus cher. Donc, ils installent le plus simple, même si c'est un peu moins efficace. Mais les deux existent. Alors, donc ici, les technologies, donc, efficacité d'un rideau d'air, par exemple, optimisation des facteurs de performance, la vitesse d'air. Donc là, on rentre un peu dans le dimensionnement et les calculs des rideaux et les choix des rideaux. Donc le volume d'air, l'angle de décharge, etc. Donc on a un certain nombre de paramètres. Donc vous voyez un petit peu, ici c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est diriger le jet dans les sens qu'on souhaite. Donc vous voyez ici, rideau d'air avec lamelle fixe, qui est moins efficace, et rideau d'air avec lamelle ajustable qui est plus efficace. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le... Là... Je ne veux pas poser plus de questions parce qu'on a convenu de ne pas poser des questions techniques ou des détails. Non, mais... Non. Parce que je vois que des fois on entre dans les détails et des fois... Non, mais c'est parce que vous avez dit tout à l'heure l'air rentre ou sort, donc en fait on peut ajuster. C'est simplement pour dire, peut-être il aurait fallu présenter la plateforme de la semaine avant. Mais on a mis la présentation à la fin. Voilà. Dans la plateforme de la semaine, il y a pour chaque chose qu'on en parle, il y a un guide. Voilà, technique. C'est-à-dire pour les rideaux d'air, il y a une guide technique, pour l'eau, il y a une guide technique, pour l'éclairage, il y a une guide technique et tout ça. Donc toutes les techniques sont prises en considération. Voilà, le système de Grassmann, qui est un système, disons, de certification, on nous explique comment on peut collecter les points en se référant à cette option, en se référant à cette fonction. Donc les deux, la plateforme.
Alors, il faut mettre un peu de choses. Dans le cadre des cours, par exemple, on prévoit un cours pour ce qu'on appelle les ambassadeurs. C'est-à-dire, là, nous, on sommes en train de faire un cours général. Voilà. Mais il va y avoir des cours pour celui qui va être un ambassadeur de la SNEL. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un certificateur. Mais on ne veut pas l'appeler certificateur. L'ambassadeur, il va suivre des cours techniques, c'est-à-dire dans tous les domaines. Et dans chaque cours, il va passer un examen, un autre examen et un examen, et après il devient ambassadeur. Donc toutes ces techniques, ça existe, mais le problème, c'est que là, on fait un cours général, mais on vous dit aussi que toutes les techniques sont dans la plateforme. Non, mais là, en fait, vous avez posé la question, quand on a commencé juste, comment l'air va partir et comment on peut l'orienter. Bon, en fait, on a la possibilité de l'orienter dans la direction qu'on souhaite, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, avec le réglage des lamelles. Bon, on va passer avantages et bénéfices donc, en économie de l'énergie, sécurité. Quelques exemples d'utilisation, bien sûr, c'est très utilisé. Alors, c'est très utilisé dans le secteur du tertiaire. Donc là, bon, on a des exemples d'utilisation. Facteurs pour la sélection, donc là aussi, bon, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, c'est pas tout à fait l'objectif, mais on donne quelques indications. Alors, quelles sont les exigences d'installation de rideaux d'air? Donc, en cas de refroidissement d'une zone, donc il faut installer les rideaux d'air au-dessus de la porte, à l'extérieur de la chambre froide. Donc, c'est du côté, là, c'est de l'extérieur qu'il faut mettre. Par contre, si on est en cas de chauffage d'une zone, il faut l'installer, donc des rideaux d'air au-dessus de la porte, donc cassés dans le plafond, à l'intérieur de la pièce chaude. D'accord, donc ça, en fait, ça dépend de la situation. On va le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, on a aussi d'autres situations. Mais pourquoi c'est différent? Ben, c'est une question d'économie d'énergie, en fait. Parce que, bon, quand c'est du refroidissement, je vais utiliser, bon, je ne vais pas utiliser de l'air que j'ai déjà refroidi. Je fais les rideaux par un air extérieur qui n'a pas été, enfin, pour ne pas consommer de l'énergie et pour ne pas avoir des pertes au niveau de l'air froid, parce qu'il y a quand même une petite partie qui va partir vers l'extérieur. Donc c'est une question d'économie. J'utilise de l'air extérieur qui ne m'a pas coûté de l'énergie, en fait. Peut-être parce que pour les chambres froides, on doit avoir une température froide qui ne doit pas Changer. Non, mais de toute façon... augmenter, et la température va du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Oui, donc, oui. si on l'installe à l'intérieur, il va entrer. Mais pour l'autre, le milieu il est chaud, et donc ailleurs il est plus froid. Donc là, Oui, mais Plus votre remarque concernant, c'est-à-dire l'aspiration de l'air interne et le faire sortir parce que c'est une chambre froide. Non, mais... Voilà. Parce que, bon... Étanche, c'est difficile de faire sortir l'air. C'est-à-dire la remarque que vous avez faite tout à l'heure. Oui, mais c'est quand même... C'est quand même une barrière. Et je consomme, il y a une quantité d'air qui va partir, qui va s'échapper. Bon, si c'est de l'air traité froid, mon objectif c'est de faire des économies d'énergie. Si je vais utiliser l'air froid, je perds de l'énergie et une partie va sortir, je vais en contresens de l'économie d'énergie. J'utilise un air, c'est une barrière. Que ce soit froid ou que ce soit un air à température extérieure, ça va séparer. Le résultat est le même. C'est ça. Donc, je ne veux pas utiliser un air qui m'a coûté en traitement et en refroidissement. C'est du bon sens, en fait. Bon, où placer les rideaux d'air quand il y a un foyer? Donc, enfin, c'est le vestibule. Bon, vous voyez ce que c'est l'entrée principale, en fait. Là, comment il faut monter les rideaux? Donc, pour cette situation
particulière, doit être monté à l'intérieur du foyer, au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment, selon des conditions climatiques. Donc, ça sera toujours à l'intérieur. Alors, pour être éligible, donc dans les bâtiments commerciaux, donc bon, ici, bien sûr, rideau, on parle de bâtiments commerciaux ou tertiaires, on parle pas de résidentiels. Dans les cas des nouveaux bâtiments conçus, l'évaluateur doit recevoir une soumission matérielle. Donc, sinon, les données techniques doivent être disponibles. Dans les cas des bâtiments existants, l'évaluateur doit localiser sur les sites la quantité et la qualité des rideaux. C'est à lui de faire le jugement. Comment se conformer à GRASMED? Donc, voilà. On a en fait en tout on a 6 points. Donc, un sol et autre inside building, donc mettre à l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure, si c'est du chauffage, mettre le rideau à l'extérieur, si c'est de la climatisation. Donc on a un total de 6 points et si ça doit être installé correctement, donc ça c'est un prérequis qui n'a pas de points, bien sûr.